Vous êtes en état d'arrestation pour usurpation d'identité d'officier militaire, déclara mon frère en me menottant devant tout le monde. Puis un colonel est entré et a dit, « Général Whitmore, madame. Je m'appelle Claude Whitmore. J'ai 38 ans et il y a 3 minutes, je tendais la main vers un morceau de pain de maïs à la table de ma grand-mère. Maintenant, je suis face contre terre sur le parquet, les poignets serrés dans des menottes et mon frère hurlant des accusations qu'il semble avoir attendu des années pour prononcer à voix haute. 20 de mes proches se figent, la bouche pleine, les yeux écarquillés. Puis, au moment où je pense que c'est fini, 6 soldats font irruption par la porte d'entrée. Mais ils ne saluent pas James, ils me saluent moi. Général de brigade Whitmore, dit l'officier, nous sommes ici pour vous exfiltrer. Et à cet instant, le silence parle plus fort que l'accusation. J'ai toujours été la discrète, pas la timide, pas la douce, juste discrète. Le genre de discrétion qui mettait les gens mal à l'aise. Pendant que les autres enfants jouaient à se déguiser ou criaient dans le jardin, je restais assise avec des cartes, de vraies cartes, étudiant les mouvements de troupes des batailles passées. J'ai mémorisé le code Morse avant d'apprendre l'écriture cursive. Quand j'avais 10 ans, j'ai récité l'alphabet phonétique de l'OTAN à Thanksgiving, et l'oncle roi a pensé que c'était une blague. Mes parents n'ont pas ri. Ils ont juste échangé des regards au-dessus de la purée de pommes de terre et ont changé de sujet. James, d'un autre côté, était parfait. Quarterback à East Hawkeye, roi du bal de promo, président du conseil étudiant. Chaque fois qu'il entrait dans une pièce, c'était comme si un projecteur le suivait. Notre mère l'appelait notre miracle. Et notre père l'emmenait à des parties de pêche auxquelles je n'étais jamais invité. Je n'étais pas amère. Pas exactement. J'étais juste consciente. Consciente de ma place dans la hiérarchie de l'amour, de l'approbation, de qui avait droit à une deuxième portion sans demander, et de qui devait nettoyer les assiettes. Au dîner de famille, les histoires de James étaient le plat principal. Mon silence, le dessert. Je suis devenu une ombre dans ma propre maison. Et avec le temps, j'ai cessé d'essayer de sortir de l'ombre. J'ai trouvé refuge dans la discipline, dans l'ordre, dans l'idée que quelque part, il existait un endroit où la structure importait plus que les sourires. Un endroit où être différente n'était pas un péché. C'était une stratégie. Mais il y a eu une nuit, un moment où j'ai essayé. J'avais 16 ans. James venait de remporter un prix régional de cadet de la police et la famille a organisé un grand dîner. Des ballons, un gâteau avec un signe dessiné au glaçage bleu, et toutes nos tantes qui pleuraient comme s'il avait sauvé le monde. Je me suis assise au coin de la table, fixant mon verre de sprit, et répétant dans ma tête ce que j'allais dire. Quand le moment s'est calmé, juste entre le toast de mon père et l'étreinte en larmes de ma grand-mère, je me suis levé. Ma voix tremblait, mais je l'ai rendue assez forte pour être entendue. J'ai été accepté au National Young Defense Scholar Program, ai-je dit. C'est parrainé par le département de la Défense. Il n'accepte que 20 étudiants dans tout le pays. La pièce est devenue silencieuse. Pas le genre de silence fier, juste une pause. Ma mère a cligné des yeux lentement. C'est charmant, ma chérie, a-t-elle dit, en attrapant une serviette. Puis, comme si elle se souvenait de quelque chose d'important, elle a ajouté, mais n'évoque pas ce genre de choses pendant la célébration de James. Ne lui volons pas son moment. Je me suis assise. Ce moment m'a marqué au fer rouge. Ce n'était pas un rejet avec des cris ou de la fureur. C'était un rejet silencieux, le genre qui vous dit que votre valeur est conditionnelle. Non seulement basée sur ce que vous faites, mais sur la façon dont cela correspond bien au récit déjà écrit pour vous. Et le mien, manifestement, ne correspondait pas. Après cela, j'ai cessé d'annoncer les choses. Quand je suis entré à la Western Tactical Academy 2 ans plus tard, je n'ai rien dit à personne avant le jour de mon départ. J'ai réservé mon propre vol, fait mes propres bagages, et je suis sorti de la maison à l'aube. Ma mère dormait encore. Mon père était parti faire son jogging. James était à la maison pour l'été, mais il n'a pas dit au revoir. J'ai laissé une note sur le réfrigérateur, pas par courtoisie, juste par logistique. Ce qu'ils ne savaient pas, ce qu'ils n'ont jamais pris la peine de demander, c'est que je ne m'enfuyais pas. Je me dirigeais vers quelque chose. Vers une vie où le mérite comptait, où le silence n'était pas une faiblesse, où les femmes pouvaient porter des uniformes sans se faire dire qu'elles le faisaient pour attirer l'attention ou pour prouver quelque chose. Ce fut le premier jour où je me suis senti libre.
Et pourtant, même maintenant, des années et des grades plus tard, je ressens ce moment comme s'il était cousu dans ma colonne vertébrale. Le moment où vous réalisez que votre propre famille ne vous voit pas. Pas vraiment. Pas même quand vous êtes juste devant eux. La Western Tactical Academy n'était pas un endroit pour les secondes chances ou les atterrissages en douceur. C'était des exercices à 5 heures du matin, des sacs à dos de 40 kg et des instructeurs qui croyaient que le contact visuel était un signe de faiblesse. La première semaine à elle seule a fait perdre un quart de la classe, blessures, dépression, abandon volontaire. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas flanché. Je n'ai pas fait d'amis. J'avais 18 ans, loin de chez moi, sans personne pour m'écrire des lettres ou m'envoyer des colis. Je partageais une caserne avec 6 autres femmes, dont la plupart se liaient d'amitié grâce à des playlists communes ou des drames de lycée. Je suis restée silencieuse. Je cartographiais des routes d'évasion dans ma tête avant de m'endormir. Je mémorisais les chaînes de commandement comme des berceuses. Et lentement, douloureusement, je suis devenue excellente. Pas le genre d'excellence bruyante. Pas le genre qui demandait des applaudissements. Je suis devenue la cadette avec qui les autres ne voulaient pas s'entraîner. Celle qui touchait les cibles du premier coup, parcourait le parcours d'obstacles en un temps record, et restait après l'extinction des feux à étudier des dossiers déclassifiés. Mes instructeurs l'ont remarqué. Mes pairs ont la plupart du temps gardé leur distance, sauf une, mis à travers. Elle était brillante, stratégique, drôle d'une manière sèche et cinglante qui me rappelait la maison. Elle n'a pas cherché à briser mon silence. Elle s'est juste assise près de moi, offrant occasionnellement la moitié d'une barre protéinée ou demandant des retours sur ses évaluations sur le terrain. Avec le temps, nous avons développé quelque chose comme de la confiance. Nous avons travaillé en partenariat pour les simulations, nous nous sommes soutenus mutuellement lors des évaluations, et avons même échangé nos contacts d'urgence au cas où quelque chose se passerait mal. Quelque chose s'est passé. Notre premier déploiement international était censé être un entraînement de surveillance à faible risque intégré aux forces de sécurité locales à l'étranger. Nous ne transportions même pas de balles réelles, juste des caméras, des communications et des carnets. Mais le 3e jour de l'opération, nous avons été acculés, pris en embuscade dans un marché bondé par des habitants informés de notre présence. J'ai figé pendant une demi-seconde, prise au dépourvu par la précision de l'attaque. Ce n'était pas aléatoire. Nous avions été piégés. Mia n'était pas avec moi quand c'est arrivé. Elle s'était portée volontaire pour reconnaître un itinéraire alternatif. J'ai découvert plus tard qu'elle avait fourni des renseignements, non vérifiés, partiels, sur la localisation de notre unité à quelqu'un hors réseau, que ce soit pour de l'argent ou pour un levier, je n'ai jamais su. Le rapport a été scellé. Elle a été discrètement renvoyée. J'ai eu la chance de m'en sortir avec une épaule luxée et un tympan perforé. Mais quelque chose d'autre s'est produit ce jour-là. J'ai compris pleinement et finalement que le silence n'était plus seulement un mécanisme d'adaptation. C'était une protection. Mon identité, mes mouvements, mes allégeances, tout est devenu enfermé derrière des habilitations et des couches de couverture opérationnelle. J'ai cessé de partager des noms, de répondre à des questions désinvoltes, j'ai construit un mur de discrétion si haut que même la lumière du soleil ne pouvait l'escalader. Et les gens ont pris cela pour du secret, de l'arrogance, voire de la trahison. L'ironie était qu'en apprenant à survivre, je n'avais fait qu'approfondir la distance entre moi et les gens qui ne me comprenaient déjà pas. James a envoyé un seul SMS la semaine où j'ai été hospitalisé. Maman dit que tu as eu un accident militaire. J'espère que ce n'est pas grave. C'est tout. Pas d'appel, pas de visite, plus aucune mention. Je suis retourné au service 4 semaines plus tard, j'ai gagné des félicitations, j'ai monté en grade, j'ai dirigé des opérations dont personne dans ma famille ne soupçonnait même l'existence, et le silence. Il a cessé de faire mal, en grande partie, jusqu'à ce que la lettre arrive. Elle est arrivée dans une enveloppe de couleur crème, les bords ramollis par le voyage. Mon nom écrit en écriture cursive bouclée que je n'avais pas vu depuis des années. Grand-mère Evelyne, la seule personne qui m'ait jamais regardé et ait vu plus qu'une perturbation. À l'intérieur, un mot, court et doux. Dîner ce dimanche, 18h précise. Tout le monde sera là. Il me manque d'entendre ta voix. Juste comme ça, la glace s'est brisée. Cela faisait près de 11 ans que je n'avais pas été assise à cette table. Je me souvenais encore de la planche grinçante près de l'évier,
de la façon dont la fenêtre au-dessus de la cuisinière captait le coucher de soleil. Je pouvais encore entendre James rire trop fort, ma mère corriger la grammaire de tout le monde, mon père siroter du bourbon sans vraiment me regarder. J'ai plié la lettre 2 fois, l'ai glissée dans la poche intérieure de ma veste, et n'ai rien dit à personne. Mais j'ai réservé le vol. J'ai pris 2 jours de congé, approuvé sans question, et j'ai fait mes valises comme si je me dirigeais vers un territoire contesté. Non pas avec des armes, mais avec calme, non pas avec une armure, mais avec contrôle. J'ai choisi une robe noire, pas d'uniforme, pas de médaille, juste une paire de petites boucles d'oreilles en perles et une promesse à moi-même, reste silencieuse à moins qu'on ne te parle. Laisse-les voir qui je suis sans que je dise un mot. Je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Mais je devais à grand-mère plus qu'une absence. La maison n'avait pas changé. Briques blanches, volets verts, et la même grenouille en céramique sur le porche qui m'avait accueilli depuis l'enfance. La pelouse était tondue, les parterres de fleurs bien rangés, tout était arrangé pour donner l'impression que rien n'avait jamais été fracturé. Mais dès que j'ai franchi la porte d'entrée, je l'ai senti, le changement, une pause dans la conversation, le poids du regard collectif masqué par des sourires de bienvenue à la maison. Clat, dit ma mère d'une voix trop joyeuse, les bras tendus comme si elle n'avait pas oublié tous mes anniversaires des 5 dernières années. Tu as l'air bien. J'ai souri poliment. Merci, maman. James se tenait de l'autre côté de la pièce, appuyé contre la cheminée comme un homme habitué à être observé. Il a levé sa bière en un simulacre de salut. La prodigue revient. Pas tout à fait, ai-je répondu, en gardant un ton neutre. Tante Linda planait, m'offrant un verre de quelque chose de pétillant et d'indécis. Ma cousine Amanda a fait un signe de la main depuis le couloir. L'air vibrait d'une tension polie, le genre qui ne brise jamais la surface, mais persiste juste sous la peau. Mon père a offert un signe de tête depuis son fauteuil inclinable, sans se lever. J'ai hoché la tête en retour. Puis grand-mère est apparue, poussée en fauteuil roulant par l'oncle Bill. Son visage s'est illuminé d'une manière que personne d'autre ne faisait. Sincère, doux. Tu as réussi à venir, a-t-elle dit, sa voix mince mais stable. Pour toi, toujours, ai-je répondu en m'agenouillant pour l'embrasser sur la joue. Ses mains, bien que fragiles, ont saisi les miennes avec une force qui m'a surprise. La salle à manger était déjà dressée. Roast beef, pain de maïs, gratin de haricots verts et crumble aux pêches refroidissant près de la fenêtre. Le même menu pour chaque fête. J'ai pris ma place à la longue table entre Amanda et son frère adolescent, Kyle. Kyle m'a donné un coup de coude en m'asseyant. Maman dit que tu habites à Washington. C'est vrai que tu travailles pour des espions? J'ai ri. Pas d'espions, surtout de la stratégie. La stratégie, c'est cool, a-t-il dit, puis est retourné à son téléphone. Le repas a commencé avec le cliquetis habituel des fourchettes et des prières à moitié sincères. J'ai gardé la tête baissée, répondant aux questions par des phrases brèves et acceptables. Personne n'a demandé pourquoi j'étais parti si longtemps. Personne n'a demandé ce que j'avais fait. Ils ont demandé d'où j'étais arrivé. Si le temps à Washington était meilleur qu'ici, si j'aimais toujours les haricots verts. Des questions qui ressemblaient à une connexion mais qui n'en étaient pas. James s'est raclé la gorge à mi-chemin du plat principal. Tu fais toujours ce boulot de consultante, hein? Je ne l'ai pas regardé. Oui. Il a ri doucement. C'est drôle. J'ai cherché la firme la semaine dernière. Je n'ai rien trouvé. Pas de site web, pas de LinkedIn, aucune trace. On penserait qu'un professionnel laisserait une sorte de marque. Ma fourchette s'est arrêtée en l'air, mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Certains clients préfèrent la discrétion. Amanda a jeté un coup d'œil entre nous, sentant quelque chose sous la surface. Ma mère a tamponné ses lèvres, sans me regarder. Mon père est soudain devenu très intéressé par son verre de vin. James s'est penché en arrière, souriant d'un air suffisant. Ou peut-être est-il plus facile de dire que tu as un emploi quand personne ne peut vérifier. Celle-là a fait mouche, une torsion lente et profonde juste sous ma cage thoracique. J'ai souri quand même. Le genre de sourire qui fait l'effet de presser sur une ecchymose. Tu as toujours été le curieux. Quelqu'un doit l'être, a-t-il dit, levant son verre. La famille mérite la vérité. Avant que je puisse répondre, Kyle a pipé. Et, c'est vrai que tu t'es fait virer de l'armée? Le silence est tombé comme un piège.
Je me suis tourné lentement vers lui. Quoi? Il a haussé les épaules, les yeux grands ouverts d'une innocence adolescente. James a dit que tu avais été renvoyé de manière déshonorante ou quelque chose comme ça. Il a dit que c'était pour ça que personne n'avait de nouvelles de toi. Tous les regards se sont tournés vers James. Il a siroté sa boisson sans se soucier. La torsion n'était pas l'accusation. C'était la facilité avec laquelle elle avait glissé de la bouche de mon cousin. Casual, comme des potins, comme si peu importait que ce soit vrai, parce que l'idée que je sois un échec était plus facile à digérer que la vérité qu'il n'avait jamais demandée. J'ai posé ma serviette délicatement à côté de mon assiette et j'ai joint mes mains sur mes genoux. Non, Kyle, je n'ai pas été renvoyé. J'ai servi continuellement depuis mon enrôlement. Le garçon a cligné des yeux. La fourchette d'Amanda s'est figée. Ma mère s'est raidie. James, il a souri davantage. C'est drôle, a-t-il dit, parce que tu n'agis vraiment pas comme quelqu'un qui aurait de quoi être fier. Le silence s'est étiré trop longtemps, une fissure dans le calme de la table. Puis James s'est levé, lentement et délibérément, comme un homme se levant au tribunal pour présenter la pièce à conviction à « Tu sais », a-t-il dit, d'une voix désinvolte mais sèche, je ne t'ai pas seulement cherché sur Google, Cla. Je suis allé plus loin. Il le fallait, pour ma tranquillité d'esprit. Je l'ai fixé, mon pouls régulier, mais mes jointures blanchissant sous la nappe. Il a fouillé dans la poche de sa veste et a sorti un dossier en carton, mince, vierge, et d'une manière ou d'une autre plus menaçant que n'importe quelle arme que j'avais jamais affrontée. Puisque notre chère sœur ne semble jamais avoir de réponse, continua James, ses yeux balayant la table à la recherche de soutien moral, j'ai pensé apporter quelques-unes des miennes. Il ouvrit le dossier et commença à faire glisser des tirages glacés sur la table comme des cartes à jouer. Un par un, ils se sont alignés. Des photos de moi entrant dans des bâtiments, parlant à des hommes en costume, portant des mallettes non identifiées. Ma famille s'est penchée, les lèvres pincées, les sourcils froncés. Granny, je sais, dit James, mais il est difficile de photographier un fantôme. Je n'ai pas bougé, n'ai pas scié. Celles-ci ont été prises par un détective privé. Ça a coûté un peu cher, mais ça en valait la peine. Surtout quand il n'a trouvé aucun dossier d'emploi formel, aucune affiliation militaire publique, aucune propriété à ton nom. C'est comme si tu n'existais pas, Cla. Comme si tu faisais semblant. La bouche de ma mère s'est légèrement ouverte. Mon père a jeté un coup d'œil aux photos, puis à son assiette. Amanda s'est agitée sur sa chaise. Même Kyle avait arrêté de faire défiler son téléphone. Je ne fais pas semblant, ai-je dit doucement. La mâchoire de James s'est contractée. Alors prouve-le. Je n'ai pas à le faire. Tu ne veux pas, a-t-il claqué. Parce que tu ne peux pas, parce que tout ce que tu es n'est que fumée et miroir. Pourtant, je ne me suis pas levé. Je n'ai pas contre-attaqué. J'avais appris il y a longtemps que certains combats sont perdus dès que l'on se lève. Mais ensuite il l'a dit. Tu as fait honte à maman. Les mots n'ont pas crié. Ils ont atterri. Aigu, net, définitif. Elle pleurait à cause de toi. Elle disait que tu étais froide, distante. Elle disait que tu lui donnais l'impression d'être une mauvaise mère. Quelque chose en moi s'est brisé. Il s'est penché en avant, la voix plus basse maintenant. Tu es sorti de cette maison comme si nous ne comptions rien, comme si tu étais meilleur que nous, et tu te caches depuis. J'ai regardé ma mère, dont les yeux ne se sont pas levés. Mon père qui serrait sa fourchette comme si elle l'ancrait. Chaque cousin, tante et oncle qui me connaissaient autrefois comme la fille discrète au bord des photos de famille, pas une seule personne n'a dit un mot. Puis James a fait l'impensable. Il a sorti un insigne de sa poche arrière et l'a posé à côté du dossier. En tant qu'officier assermenté du comté de Greenville, a-t-il dit, je vous arrête pour usurpation d'identité d'agent fédéral et vol de biens du gouvernement. J'ai senti les mots frapper l'air comme des coups de feu. Personne n'a bougé. Les menottes sont sorties ensuite. De série, le métal brillant sous la lumière du lustre. Il a fait un pas vers moi, les yeux clairs de certitude. Ce n'est pas personnel, a-t-il dit. C'est la justice. Et je me suis levé, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je refusais de lui donner le drame qu'il recherchait clairement. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas crié. Je me suis tourné et j'ai offert mes poignets comme s'ils ne m'appartenaient pas. Les menottes se sont refermées autour de moi avec un clic.
Des chaises ont raclé le sol. Un halètement est venu de tante Linda. La machine à oxygène de grand-mère sifflait en arrière-plan, mais le son le plus fort était le silence, le genre qui suit la trahison. Le métal était plus froid que je ne l'avais imaginé, non pas à cause de la température, mais à cause du souvenir. Net, définitif, immérité. Les menottes ont mordu la peau au bord de mes os du poignet alors que James les sécurisait d'un clic de finalité inutile. Grand-mère a fait un doux bruit, un halètement ou un gémissement. Je ne pouvais pas dire, mais cela m'a coupé bien plus profondément que les menottes ne le pourraient jamais. James, a-t-elle dit faiblement, sa voix mince et tremblante. Quoi? Que fais-tu? Il ne lui a pas répondu. Son attention était fixée sur moi, une détermination suffisante gravée sur ses traits, comme un insigne plus important que celui accroché à sa ceinture. Vous êtes en état d'arrestation, a-t-il répété plus fort maintenant, comme si le volume lui conférait de l'autorité. Pour usurpation d'identité d'officier militaire et possession illégale de biens classifiés. Je n'ai pas résisté. Mon menton s'est légèrement levé alors que je gardais ma posture calme. Autour de moi, le silence s'est épaissi comme du brouillard. Tante Carla a pressé une serviette sur sa bouche. L'oncle Greg s'est agité inconfortablement. Amanda avait cessé de mâcher. Même Kyle avait baissé son téléphone. Personne n'a dit un mot. Personne ne lui a dit d'arrêter. J'ai gardé mes yeux stables, fixés non pas sur l'accusation, mais sur les échos de chaque moment avant cela, de chaque récompense ignorée, de chaque accomplissement minimisé, de chaque regard de « ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses dans cette famille ». James a saisi mon coude, prêt à me tirer de la pièce, et je l'ai laissé faire un instant. Puis, alors qu'il se tournait pour me conduire vers la porte, je me suis penché juste assez pour que seul lui puisse entendre, et j'ai dit doucement, « Tu ferais bien de vérifier le grade de la personne que tu me notes. » Il a cligné des yeux. « Je suis sérieuse, ai-je dit, ma voix stable comme de l'acier. Tu n'es pas seulement en tort. Tu te noies. » James a ricané, le sourire suffisant tressaillant au coin de sa bouche. Joli bluff, mais sa prise s'est légèrement relâchée. J'ai continué, pas fort, mais avec l'autorité de quelqu'un habitué à donner des ordres en zone de guerre. Je détesterais que tu découvres à tes dépens ce que signifie détenir un officier supérieur sous de faux prétextes. Sa mâchoire s'est contractée. Allons-y, a-t-il dit plus fort maintenant, essayant de reprendre l'élan. Tu viens avec moi. Derrière nous, grand-mère a murmuré. S'il te plaît, pas comme ça. Sa voix a brisé quelque chose en moi. Ce n'était pas un appel à la justice. C'était un plaidoyer pour la décence, un plaidoyer qui a résonné dans un couloir d'années que j'avais longtemps cru scellé. J'ai tourné la tête juste assez pour croiser ses yeux, plus vitreux que d'habitude, remplis de quelque chose entre le chagrin et l'excuse. Et pourtant, même à ce moment-là, personne n'a bougé pour arrêter James. L'homme qui s'était assis en face de moi au petit déjeuner du dimanche, qui me laissait la dernière gaufre quand nous étions enfants, avait décidé que faire de moi un exemple était plus important que d'être mon frère. La vérité, c'est que j'étais déjà passé par là. Pas me noter au sol, peut-être, mais dans les yeux des gens qui étaient censés m'aimer, me regardant comme si j'étais une étrangère. Ce n'était pas la première fois que j'étais jeté. C'était juste la première fois que ce rejet s'accompagnait d'un public et de menottes. L'humiliation n'était pas dans l'accusation. Elle était dans le fait que personne ne la remettait en question. Que des années de silence la rendaient crédible. J'avais construit toute ma vie d'adulte dans l'ombre parce que je n'avais personne avec qui partager la lumière. Parce qu'être invisible était plus sûr que d'être incomprise. Mais ça, cette performance de justice à table, c'était nouveau, et James s'en délectait. Il a serré mon bras plus fort et a voulu me guider vers la porte d'entrée. Puis est venu le bruit. Pas un coup, pas un cri, un coup sourd. Bas, sec et déterminé, alors que la porte d'entrée était ouverte en grand. La porte d'entrée n'a pas seulement ouvert, elle a éclaté. 6 officiers en uniforme ont fait irruption dans la pièce avec une présence qui a englouti toutes les conversations, chaque souffle, chaque illusion de contrôle. Des bottes polies ont frappé le parquet en cadence parfaite. Leurs insignes brillaient sous le lustre. Personne n'a bougé, pas même James. L'homme en tête était grand, les tempes grisonnantes, son expression sculptée dans la pierre d'un champ de bataille. Je l'ai reconnu instantanément. Le colonel Nathaniel Rock. La dernière fois que je l'ai vu,
il saignait dans un convoi à moitié détruit au milieu du désert du Sahel, les poumons sifflants, les yeux rivés sur les miens alors que je traînais son corps brisé hors d'un V en feu sous un tir de mortier. Maintenant, il se tenait dans le foyer de ma grand-mère, impeccable et autoritaire, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur moi. Il n'a pas regardé James. Il n'a pas regardé les menottes. Il m'a regardé et a salué. Général de brigade Whitmore, a-t-il dit, la voix assez nette pour déchirer le silence. Nous sommes ici pour vous exfiltrer. Toutes les têtes à table se sont tournées vers lui, puis vers moi. Des chaises ont raclé le sol. Des fourchettes sont tombées. Ma mère a halté. Le verre de mon père lui a glissé des mains et s'est brisé sur le sol. James a figé. Mais qu'est-ce que... a-t-il commencé, mais Rock n'avait pas fini. Cessez votre action, a-t-il ordonné, s'adressant à James sans le regarder. James a cligné des yeux. Je suis désolé. Qui êtes-vous au juste? Le colonel Rock a fait un pas en avant, les autres officiers se déployant derrière lui comme des nuages d'orage à l'horizon. Je suis le colonel Nathaniel Rock, division du renseignement de l'armée des États-Unis, rattaché au commandement des opérations spéciales interarmées, et vous, officier Whitmore, avez commis une grave erreur. James a reculé instinctivement, sa main toujours sur mon coude. Cette femme est ma sœur, a-t-il claqué. Elle usurpe une. Elle est une officier décorée des forces armées des États-Unis avec une habilitation de sécurité active supérieure à l'ensemble de votre département combiné, a coupé Rock, sa voix basse et létale. Elle a servi dans 4 zones de guerre actives, a dirigé 2 groupes de travail de renseignement classifiés et est récipiendaire de 3 médailles de service supérieur de la défense. Elle vous surclasse dans tous les sens imaginables. James avait l'air d'avoir été giflé. Pourquoi? Les yeux de Rock se sont plissés. Vous venez de placer un général de brigade en état d'arrestation illégale devant des témoins civils pendant une opération classifiée en cours. Tante Linda a halté. Amanda a chuchoté quelque chose à Kyle, qui avait maintenant l'air de vouloir vomir. James a trébuché en arrière, l'insigne à sa ceinture, l'air soudain très petit. Je ne savais pas, a-t-il dit d'une voix rauque. Elle n'a jamais rien dit à personne. Tu n'as pas demandé, ai-je dit calmement. Les menottes ont été retirées par un jeune lieutenant aux mains rapides et entraînées. J'ai frotté mes poignets lentement, laissant apparaître les marques rouges. James m'a regardé comme s'il voyait un fantôme ou une étrangère. Tu m'as laissé faire ça, a-t-il dit, stupéfait. Tu aurais pu l'arrêter. Je t'ai prévenu, ai-je dit. Tu n'as pas écouté. Le colonel Rock a de nouveau fait un pas en avant. Vous ne comprenez peut-être pas ce que vous avez mis en péril ce soir, officier Whitmore, mais vous le comprendrez. Il y aura une enquête. James a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux ont cherché notre mère, qui pleurait maintenant doucement dans une serviette en lin. Notre père fixait le verre brisé sur le sol, immobile. Grand-mère Evelyn, toujours assise, a parlé pour la première fois depuis l'arrivée des soldats. C'est vrai, Cla? A-t-elle demandé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Tu as vraiment servi tout ce temps? Je me suis tourné vers elle et j'ai hoché la tête. Oui, grand-mère. Chaque jour. Elle a fermé les yeux, les lèvres tremblantes. Puis elle a murmuré, j'ai toujours su que tu étais quelqu'un de spécial. Je suis tellement désolé. C'était la seule excuse dont j'aurais jamais besoin. Alors que les officiers s'apprêtaient à m'escorter, Rock s'est tourné vers moi et a parlé à voix basse. Vous n'étiez pas obligé de venir ici, vous savez. Vous auriez pu ignorer cette lettre. Je sais, ai-je dit. Alors pourquoi êtes-vous venu? J'ai regardé grand-mère. Parce qu'elle est la seule qui ne m'a jamais demandé d'être quelqu'un d'autre. Le colonel Rock n'a pas bougé du centre de la pièce. Il se tenait avec l'immobilité d'un homme habitué à être écouté, commandant chaque molécule d'attention sans élever la voix. Autour de nous, l'air était lourd d'incrédulité. Même le lustre au-dessus semblait cesser de osciller comme s'il craignait de faire du bruit. Pour le dossier, dit Rock, son ton maintenant tranchant et public, le général de brigade Claire Whitmore opère actuellement avec pleine habilitation dans le cadre de l'opération Harvest Flamme. Une mission active en cours autorisée par le département de la Défense et directement supervisée par le commandement interarmé. Il laissa les mots en suspens. Personne ne parla. Ni Amanda, ni tante Carla, ni même mon père. Ma mère avait cessé de pleurer, mais ses yeux restaient fixés sur le sol.
James déglutit difficilement. Sa main planait près de son insigne, incertain maintenant s'il s'agissait d'un symbole de pouvoir ou d'une preuve d'échec. Vous avez interféré avec les mouvements classifiés d'un officier supérieur du renseignement, continua Rock, cette fois s'adressant directement à James. Vos actions de ce soir constituent une obstruction à une opération fédérale. Je ne savais pas, marmonna James, la couleur s'écoulant de son visage. Vous ne saviez pas, répéta Rock, incrédule. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez pas pris la peine de suivre les canaux appropriés, de confirmer l'identité via la liaison militaire, ou, voici une idée folle, de ne pas menotter quelqu'un sans cause probable. Elle n'a même pas de profil LinkedIn, claqua James, soudain sur la défensive, le bord de sa voix frisant le désespoir. Il y eut un instant de silence stupéfait. Puis, quelque part derrière moi, l'un des officiers expira audiblement d'incrédulité. Rock fit un pas de plus, sa voix tombant dans quelque chose de plus létal. Vous avez traqué votre sœur, collecté une surveillance non autorisée et accusé publiquement une officier décorée devant des civils. Avez-vous la moindre idée de ce que cela signifie? James vacilla. J'essayais de protéger ma famille. En compromettant la sécurité nationale, claqua Rock. Vous avez suivi un officier du renseignement avec des responsabilités actives sur le terrain. Avez-vous même une compréhension de base de ce qui aurait pu se passer? La torsion ne vint pas de son ton. Elle vint du document qu'il sortit de son propre manteau. Il le déplia lentement, délibérément. En raison de votre interférence, dit-il, 2 agents infiltrés ont été prématurément exfiltrés de leur position. Un agent a été compromis dans le processus. L'autre est actuellement porté disparu. Une vague d'horreur traversa la pièce. Le téléphone de Kyle lui glissa des mains. Ma mère haleta. Mon père leva enfin les yeux, le visage blanc comme de la cendre. La bouche de James s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Il ne s'agit pas de fierté, continua Rock. Il s'agit de vie, d'équipe qui compte sur l'invisibilité, sur un timing précis. Sur le fait de ne pas être trahi par la chasse aux sorcières amateurs de quelqu'un déguisé en préoccupation fraternelle. Je ne savais pas, murmura James de nouveau, plus faiblement cette fois. Cette excuse ne tiendra pas devant le tribunal, dit Rock d'un ton sec. Je ne parlais pas. Je n'en avais pas besoin. Chaque accusation que j'aurais pu lancer avait déjà été oblitérée par les faits. Et pourtant, je regardais James essayer de tout digérer. Le grade qu'il avait ignoré, la mission qu'il avait mise en péril, la sœur qu'il avait humiliée, pensant que cela ferait de lui un héros. Rock se tourna vers moi. Général, souhaitez-vous porter plainte à ce stade? J'ai pris une longue inspiration, mes mains étaient stables maintenant, la douleur des menottes s'estompant, remplacée par quelque chose de plus profond. La clarté. Pas encore, ai-je dit, croisant les yeux de James. Pas avant qu'il ne comprenne le coup. Rock hocha la tête une fois. Compris. Puis il fit de nouveau face à James. Mais sachez ceci, il y aura des conséquences. La chaîne de commandement ne tolère pas les interférences imprudentes, quel que soit l'insigne que vous portez. James ne répondit pas. Son monde s'était réduit à un point précis, un trou noir où la certitude avait l'habitude de vivre. Derrière lui, grand-mère tendit la main et toucha le bord de la table pour s'équilibrer. James, dit-elle doucement. Que as-tu fait? Il ne répondit pas. Et pour la première fois, je le vis. Le scintillement de la prise de conscience dans ses yeux. Pas seulement de la honte, pas seulement de la peur, quelque chose de plus froid, la vérité. La contenance de James se brisa, se fendit non pas par la réprimande cinglante du colonel Rock, mais par le poids de ce qu'il avait réellement fait. Il regarda autour de la pièce, les yeux égarés, cherchant une bouée de sauvetage parmi des visages qui semblaient maintenant incertains, certains honteux, d'autres confus. Je ne voulais pas faire de mal, dit-il, la voix tendue. Je pensais qu'elle cachait quelque chose de dangereux. Tu avais raison, dis-je froidement. Mais ce n'était pas ce que tu pensais. C'était le genre de danger qui ne vient pas des secrets, mais d'une vérité que tu as refusé d'accepter. James se tourna vers nos parents. Maman, papa, j'essayais de vous protéger. Je ne voulais pas que quelqu'un utilise notre nom de famille pour quelque chose de faux. Je faisais ce que n'importe quel bon fils ferait. Ma mère ne parla pas. Ses mains étaient si étroitement jointes sur ses genoux qu'elles semblaient exsangues.
La bouche de mon père s'ouvrit puis se referma. Les protéger, dis-je, ma voix douce mais cinglante. Ou protéger l'image de toi-même que tu penses qu'ils ont besoin. L'expression de James changea. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne cherchais pas la vérité, dis-je. Tu cherchais une confirmation. Tu voulais prouver que j'étais moins. Parce que si j'étais moins, alors tu pouvais rester le préféré, celui qui les rendait fiers, le garçon en or. Ce n'est pas vrai, claqua-t-il. Ça l'est, répondis-je, calme maintenant. Tu n'as pas cherché de preuves parce que tu t'en souciais. Tu as cherché parce que tu voulais contrôler l'histoire. Tu ne pouvais pas supporter le fait que peut-être, juste peut-être, je n'avais pas besoin de leurs éloges pour avoir de l'importance. Son visage se tordit. Tu nous as tous abandonnés. Tu n'as même pas dit au revoir. Parce que je savais qu'un au revoir ne signifierait rien pour des gens qui n'ont jamais dit bonjour. Cette phrase frappa fort. Tante Linda inspira brusquement. Amanda cligna rapidement des yeux. Même Kyle se redressa. James s'avança comme si la proximité pouvait lui sauver la face. Ce n'est pas à propos de moi. Ça a toujours été à propos de toi, dis-je. Chaque photo de famille, chaque dîner, chaque conversation, tu étais la norme. J'étais le silence. Tu aurais pu dire quelque chose. Non, dis-je, secouant la tête. J'ai essayé. Tu ne t'en souviens pas, mais j'ai essayé. Tu n'aimais juste pas la version de moi qui ne correspondait pas à ton récit. Puis vint le revirement. De l'extrémité de la table, une chaise racla. L'oncle Mason, cousin de notre père, vétéran du Vietnam avec 3 cœurs pourprés une claudication permanente, se leva lentement, sa main agrippant la table pour s'équilibrer. Je me souviens quand James a obtenu son diplôme de l'académie, dit-il, d'une voix éraillée mais forte. J'ai dit à ton père que ce garçon allait porter l'héritage de cette famille. J'y croyais. James se redressa légèrement, cherchant un allié. Mais aujourd'hui, les yeux de Mason se posèrent sur moi, aujourd'hui, j'ai vu une femme rester immobile en étant humiliée. Une femme se tenir plus grande que son uniforme. Une femme qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour être entendue. Il pointa un doigt épais vers James. Tu t'es humilié, mon garçon. Non pas parce que tu avais tort, mais parce que tu avais besoin qu'elle échoue. Puis il se tourna de nouveau vers moi. Claire, je ne dis pas cela à la légère, mais j'ai porté ce drapeau à travers les mers et retours. Et je n'ai jamais été plus fier de connaître quelqu'un qui sert sous lui. James recula d'un pas. La pièce s'ouvrit. L'énergie changea. Des années de jugement tacite changèrent de poids. Tante Linda murmura, mon Dieu, Claire. Amanda baissa les yeux, honteuse. Même mon père cligna lentement des yeux comme si sa vision venait enfin de se mettre au point. La bouche de James chercha une défense. Vous ne comprenez pas. Elle a toujours été la bizarre, toujours dans sa chambre avec des cartes et des livres de code, ne souriant jamais, compliquant toujours les choses. Ce n'était pas bizarre, dis-je. C'était du dévouement. C'était de la solitude. C'était nécessaire. Il secoua la tête, les yeux brillants maintenant. Pourquoi n'as-tu jamais juste demandé à faire partie de nous? Je l'ai fait, dis-je. Tu ne m'as juste jamais entendu. Les murs de l'aile de briefing sécurisée de Fort Wexler étaient gris acier, sans fenêtre et indifférents à l'émotion. C'était le genre d'endroit où le sentiment n'existait pas, où les décisions étaient prises par points, et où la confiance se mesurait en sang, pas en promesses. J'étais assise à la tête de la table, mon uniforme impeccable, mes rubans parfaitement alignés. En face de moi était assis James Whitmore, sans insigne, sans ceinture, sans autorité, juste un costume gris pâle qui semblait trop grand sur ses épaules. Il était plus petit maintenant, non seulement physiquement, mais existentiellement. L'air entre nous était épais d'histoire, mais rien de tout cela n'avait d'importance ici. Il ne s'agissait pas de l'enfance. Il s'agissait des conséquences. J'ai fait glisser le dossier sur la table sans un mot. Il a hésité avant de l'ouvrir. À l'intérieur, des journaux de surveillance, des transcriptions audio, des horodatages et des registres de paiement, chaque détail du détective privé qu'il avait engagé pour me suivre, chaque lieu qu'il avait surveillé, chaque fois que j'étais photographié quittant des bâtiments fédéraux. Chaque appel surveillé, chaque ombre dans laquelle il avait essayé de se glisser. James feuilleta les pages, le visage figé d'horreur.
Tu as mis sur écoute le téléphone de grand-mère, dis-je d'un ton sec. Installer un dispositif d'écoute sur sa ligne fixe juste pour pouvoir tracer mon emploi du temps de contact. Sa bouche s'entr'ouvrit. Je n'ai pas. Tu l'as fait, l'interrompis-je. Et tout est dans ce rapport. Tu savais qu'elle était la seule avec qui je gardais le contact, et tu l'as utilisé pour trianguler mes mouvements. Tu l'as utilisé. Je n'essayais pas de lui faire du mal, dit-il rapidement. J'avais juste besoin de savoir si tu étais. Si tu disais la vérité. Tu aurais pu me le demander. Je ne pouvais pas te faire confiance. Non, dis-je, tu ne voulais pas. Il baissa les yeux. Tu n'as aucune idée de ce que c'est de se sentir menti. Et tu n'as aucune idée de ce que c'est de vivre toute ta vie en essayant de ne pas mettre les gens mal à l'aise juste en existant. Il ne répondit pas. J'ai ouvert le deuxième dossier. Celui-ci était plus petit, étiqueté d'un seul mot, dommage. Ton interférence a compromis 2 agents de terrain, dis-je. L'un d'eux est revenu. L'autre non. Il avait une famille, James. Une femme, 2 filles. Ses mains tremblaient. Tu n'as pas seulement traqué ta sœur, dis-je. Tu as perturbé une opération fédérale. Tu as fait tuer quelqu'un. Il leva les yeux et un instant il fut le frère dont je me souvenais. Les yeux écarquillés, désespérés, cherchant un sens. Mais ce frère était un souvenir, pas un homme. Je ne voulais pas que tout ça arrive, dit-il. Je pensais faire la bonne chose. J'ai terminé pour lui, protéger la famille, sauver la face. Il déglutit difficilement. J'avais tort. Oui, dis-je, tu avais tort. Le silence tomba. Non pas le silence lourd et accusateur de nos dîners d'enfance. C'était un silence militaire, absolu, procédural, celui qui précède les conséquences. Il y aura une enquête officielle, dis-je. Ton insigne a déjà été suspendu. Le ministère de la Justice déterminera les accusations. James baissa de nouveau les yeux, honteux. Et James, ajoutai-je, ne t'attends pas à ce que j'intervienne. Ce n'est pas personnel. C'est le protocole. Il hocha lentement la tête. Je comprends. Non, dis-je, tu ne comprends pas. Pas encore. Mais tu le feras. Pendant un instant, nous sommes restés assis. Non pas comme des frères et sœurs, pas même comme des adversaires. Juste comme 2 personnes n'ayant plus rien à dire qui pourraient réparer ce qui avait été brisé. Puis je me suis levé. Séance levée. James ne bougea pas quand je me levai. Il ne sia pas. Il n'argumenta pas. Il ne cligna même pas des yeux. Pendant un long moment, il resta simplement assis là, immobile, les mains jointes sur le dossier accablant comme s'il pouvait le faire disparaître en le souhaitant très fort. Puis il craqua. Cela commença doucement, un tremblement au coin de sa bouche, un hoquet dans sa respiration. Puis les larmes vinrent, lentes, silencieuses, inconnues. Pas le genre de pleurs né de la tragédie, mais quelque chose de plus primal. Une confession longtemps enfouie, éclatant sans permission. J'étais jaloux, dit-il à peine au-dessus d'un murmure. Je ne me suis pas rasseoir. Il me regarda, les yeux vitreux. Je pensais que je te haïssais d'être froide, d'être distante, mais ce n'était pas le cas. Je haïssais de ne pas te comprendre, que personne ne te comprenne. Et puis quand grand-mère continuait à t'écrire après ton départ, j'ai commencé à me demander pourquoi pas moi. Il s'essuya le visage avec le revers de sa manche, gêné par son propre effondrement. Elle a cessé de m'écrire. Le savais-tu? Après ton départ, elle n'appelait presque plus. N'envoyait plus de cartes d'anniversaire. Juste le silence. Je restais immobile, les bras le long du corps, impassible. Je me demandais ce que j'avais fait de mal, dit-il. Je pensais qu'elle me blâmait peut-être de t'avoir repoussé. Peut-être qu'elle t'aimait mieux. Peut-être que tu étais celle qu'elle voulait garder. Tu n'as rien fait de mal, dis-je calmement. Elle a juste enfin vu la différence. Il cligna des yeux. Quelle différence? Que je n'avais pas besoin de son approbation pour être loyal. Tu ne l'aimais que quand elle t'aimait en retour. Son expression se brisa de nouveau. Je ne voulais pas gâcher ta vie, Claire, murmura-t-il. Je voulais juste être vu. Je fis lentement le tour de la table et me tins à côté de lui, non pas pour réconforter, mais pour clarifier.
Tu voulais être vu, dis-je. Mais tu ne voulais pas que quelqu'un d'autre soit vu plus clairement que toi. Il me regarda, dévasté. J'étais un fantôme dans notre maison, continuai-je. Pendant 18 ans, j'ai ravalé mes pensées, minimisé mes victoires et me suis rendue assez petite pour tenir dans ton ombre. Et quand je suis finalement parti, tu ne m'as pas manqué. Tu as manqué la version de toi-même qui avait l'air meilleure quand je n'étais pas là. Sa mâchoire se serra. Je ne m'en suis pas rendu compte. Non, coupai-je. Tu ne t'en es pas rendu compte. Parce que tu n'as jamais eu à le faire. Il ouvrit la bouche, mais la porte s'ouvrit d'abord. 2 escortes militaires entrèrent, en uniforme, stoïques. L'un se tint derrière James, l'autre près de la porte. Il les regarda, puis moi. Allez-vous vraiment les laisser me prendre? Il ne s'agit pas de ce que je vais laisser, dis-je. Il s'agit de ce que tu as fait. Tu avais des choix. Tu les as faits. Mais nous sommes de la famille. J'ai incliné lentement la tête. Alors tu aurais dû t'en souvenir avant d'essayer de détruire la mienne. Les officiers lui donnèrent un moment. James se leva en tremblant. Ses yeux étaient rouges maintenant, non pas de colère, mais de la réalisation qu'aucune excuse, aucune explication ne rendrait ce qu'il avait brisé. En passant devant moi, il fit une pause. Je ne pensais pas que ça irait si loin. Ça va toujours si loin, dis-je. Quand des hommes comme toi croient que le silence égale la faiblesse. Il baissa le regard et laissa les officiers le guider hors de la pièce. La porte se referma derrière eux avec un clic doux mais définitif. Je restai seul pendant quelques secondes. Puis je tournai le dos à la porte et je ne regardai pas en arrière. La caserne était silencieuse cette nuit-là, le genre de silence qui s'installe dans la poitrine, lourd et absolu. J'étais assise au bord de mon lit de camp, mes bottes toujours aux pieds, ma veste d'uniforme soigneusement pliée sur la chaise à côté de moi. La seule lumière dans la pièce venait de la petite lampe de bureau, projetant de longues ombres sur les casiers métalliques. Je n'avais pas pleuré depuis des années. Ni lors de mon premier déploiement. Ni quand nous avons perdu Marcus pendant le raid dans la province de Cunard. Pas même quand j'ai été promu général de brigade dans une pièce pleine d'hommes qui ne pouvaient pas me regarder dans les yeux. Mais cette nuit, le silence me semblait plus tranchant. Et le poids de tout, le dîner, les accusations, les menottes, le visage de James alors qu'il était emmené, s'est installé comme une armure que je ne pouvais plus retirer. Puis le téléphone a sonné. Pas mon appareil de communication officiel, pas ma ligne militaire cryptée, mais le vieux téléphone portable personnel que je gardais rangé dans le tiroir du bas. Celui qui n'avait que 6 numéros enregistrés. J'ai fixé l'écran. Grand-mère. J'ai hésité, mon pouce planant au-dessus de l'icône verte comme s'il s'agissait d'une gâchette. Puis j'ai répondu, bonjour. Il y eut une pause, une respiration, puis éclat. Sa voix était plus douce que d'habitude, mais stable. Familier d'une manière qui me serra la gorge. Je n'étais pas sûr que tu répondes, dit-elle. J'ai failli ne pas le faire, ai-je admis. Je ne t'en voudrais pas si tu n'avais pas répondu. Il y eut une autre pause, puis elle le dit. Je voulais juste te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu l'entendes, non pas comme ta grand-mère, mais comme la seule personne dans cette pièce qui t'ait vraiment vu. J'ai attendu. Tu es la plus grande chose que cette famille ait jamais produite, dit-elle. Les mots me frappèrent comme le vent à travers une armure fissurée. Soudain, froid, réel. Pas James, continua-t-elle. Pas ton père, pas toute la parade des hommes Whitmore qui buvaient du bourbon et couraient après l'approbation, et ne se sont jamais arrêtés pour se demander quel genre de silence ils laissaient derrière eux. Toi. Je fermai les yeux. J'aurais dû le dire plus tôt, ajouta-t-elle. Il y a des années, quand tu es venu me voir avec des cartes et des questions sur le courage et le sacrifice. Quand tu as disparu et que tout ce qui me restait était un mot sur le réfrigérateur. Quand ta mère m'a dit de ne pas encourager tes phases et que je n'ai pas résisté. J'ai dégluti difficilement mais je n'ai rien dit. J'ai été lâche, dit-elle doucement. Et je suis désolé. Une larme coula sur ma joue. Non invité, indésirable, mais réel. Je les ai vus te geler, continua-t-elle. Et je n'ai rien dit. Je les ai vus louer James comme un messie et te laisser disparaître comme si tu n'avais jamais existé. J'ai laissé le silence grandir entre nous. Et je me déteste pour ça. J'ai essuyé mon visage du revers de ma main. Tu n'as pas à t'excuser, grand-mère.
Si, je le dois, dit-elle. Parce que tu ne leur as pas seulement survécu. Tu es devenu quelque chose de si loin au-delà de ce qu'ils pouvaient comprendre, et ils t'en ont puni. Une autre larme et une autre. Je voulais t'appeler après qu'ils aient emmené James, dit-elle. Non pas pour le défendre, non pas pour expliquer, juste pour te dire, je te vois, Claire. Je t'ai toujours vu, et je suis tellement, tellement fier. Pour la première fois depuis plus d'une décennie, j'ai pleuré sans honte. Non pas pour les années perdues, non pas pour les gens qui n'ont jamais demandé, mais pour celle qu'il a finalement fait. Merci, murmurai-je, ma voix brisée. Tu n'as pas à me remercier, dit-elle gentiment. Tu dois juste vivre, pas servir, pas prouver, juste vivre. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que peut-être je le pouvais. Je n'avais pas l'intention de lui raconter. Les histoires n'étaient pas celles que je partageais, pas même avec les officiers supérieurs, à moins qu'elles ne soient imprimées dans les débriefings postaux. Elles appartenaient à des endroits sans nom, à des nuits sans clair de lune, à des visages enfouis dans le silence. Mais quelque chose dans sa voix, fragile, brisée mais claire, fit remonter les mots de lieux que j'avais longtemps enfouis. Il y eut une mission une fois, commençai-je lentement, 2 ans après mon 2e déploiement. Ville frontalière, Europe de l'Est, le renseignement disait faible risque. Nous étions seulement censés observer, documenter les mouvements, rapporter, rien de plus. Elle resta silencieuse, écoutant comme seule elle l'avait toujours fait, avec une attention totale. Je dirigeais une petite équipe, 6 personnes, dont 2 avaient à peine 20 ans. Nous étions retranchés dans une ferme abandonnée à l'extérieur de la ville. 3 jours après, le schéma changea. Les habitants cessèrent de passer. Les corbeaux se turent. Et nous savions. Que s'est-il passé? Demanda-t-elle doucement. Ils sont venus la nuit. Pas une milice locale, pas des rebelles, entraînés, propres, trop propres. Ils savaient exactement où nous étions, comment couper le courant, quel mur était porteur. Ce n'était pas une embuscade. C'était un message. Je fis une pause, ma gorge se serra. Ils ont eu Jacob le premier, par la fenêtre. Un sniper. Il n'a pas crié, il est juste tombé. J'ai dit aux autres de bouger. L'un a figé, l'autre a couru. Je l'ai traîné en arrière avant que la 2e balle ne frappe. Nous nous sommes réfugiés à la cave. Pas de lumière, pas de signal, pas de renfort. Une respiration. Nous sommes restés là pendant 16 heures. Pas de nourriture, pas de communication, du sang partout. Et je suis resté avec eux, 2 gosses, à peine des hommes, essayant de les garder en vie. Essayant de rester éveillé pendant que mon épaule saignait à travers 4 couches de gaz. Je frottais cette épaule maintenant, bien que la cicatrice ait disparu depuis longtemps. Quand nous avons finalement été évacués, le rapport a dit « engagement mineur, retrait réussi ». C'est tout. C'était le titre. Cla, je n'ai dit à personne ce que ça avait coûté, dis-je, ma voix tremblante. Je ne leur ai pas dit ce que je voyais quand je fermais les yeux, ce que je sentais dans cette obscurité, ce que je chuchotais pour empêcher ces garçons d'abandonner. Parce que ça n'avait pas d'importance. Ça importait, dit-elle. Je souriais. Faiblement. Pas de la manière dont ils le voulaient, pas en médaille ou en rapport, pas dans le genre d'histoire que les gens se racontent lors des réunions. Elle était silencieuse, en attente. J'ai choisi le silence, grand-mère, dis-je. Non pas parce que j'avais honte ou peur, mais parce que je pensais que si je restais silencieuse, peut-être cela conserverait la forme de quelque chose de sacré. Peut-être que si je ne parlais pas, ils croiraient encore, se demanderaient encore, espéreraient encore. Et si tu avais parlé, ils auraient douté, remis en question, démantelé cela comme ils l'ont toujours fait. Elle expira lentement. Alors tu as porté le poids pour qu'ils ne brisent pas la vérité. J'ai hoché la tête. Je l'ai gardé parce que je pensais que c'était la seule façon de rester connecté. S'ils ne pouvaient pas comprendre ma vie, au moins ils ne pouvaient pas la réécrire. Le silence de nouveau, mais cette fois non pas vide, mais plein. Tu sais, dit-elle après un moment, ils ont toujours dit que tu étais trop silencieuse, que tu ne te battais pas assez pour ta place. Je sais. Mais je vois maintenant, continua-t-elle, que ton silence n'était pas une absence. C'était une armure et une force. Ce genre de force terrifie les gens. J'ai cligné des yeux pour retenir une autre larme,
elle soupira. J'aurais dû leur dire. J'aurais dû parler pour toi quand tu ne pouvais pas. Je pensais que tu n'en avais peut-être pas besoin, que tu étais mieux loin de tout ça. Mais j'avais tort. Tu ne l'étais pas, murmurai-je. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu étais la seule qui ne s'est jamais détournée. Elle ne répondit pas par des mots cette fois. Juste un doux sanglot. Pas fort, pas brisé, juste assez. Et puis je l'ai rejointe. 2 femmes, 2 générations, pleurant, non pas pour la perte, mais pour la reconnaissance, finalement prononcées à haute voix dans le silence ensemble. L'offre arriva enveloppée de cérémonie, remise par un général 3 étoiles avec une poignée de main, une enveloppe scellée et un discours sur un service inégalé et une brillante stratégie. Les mots résonnaient dans les couloirs de marbre du Pentagone comme une bénédiction formelle, la prochaine étape, un bureau plus grand, une 4e étoile. Mais je n'ouvris pas l'enveloppe, pas tout de suite. Au lieu de cela, je pris le long chemin de retour vers mes quartiers, celui qui passait par les terrains d'entraînement de Fort-aux-Sornes, où de jeunes recrues étaient à mi-chemin des parcours d'obstacles, bottes boueuses, poumons en feu, cœur apprenant encore à porter à la fois fierté et peur. Je les observai un instant, l'un luttant pour escalader le mur, un autre criant des encouragements d'en bas. Pas encore de grade, pas de ruban, juste une volonté brute. Et je me suis souvenu de ce que c'était que d'être invisible, de grimper sans que personne ne remarque, de tout gagner en silence. Plus tard cette nuit-là, je retournai à mon bureau. Je fixai l'enveloppe, toujours scellée, puis la plaçai dans le tiroir du haut sans l'ouvrir. Le lendemain matin, je pris ma décision. Quand le bureau du secrétaire à la Défense appela pour me féliciter, je les remerciai pour la nomination, puis la déclinai. Ils furent stupéfaits. Pouvons-nous demander pourquoi, général, dit Led, confus mais respectueux. Parce que je sais où je suis nécessaire, répondis-je. Je fus réaffecté à un poste d'instructeur à Fort-aux-Sornes dans la semaine. Pas glamour, pas public, mais fondamental, et c'est ce que je voulais. Je n'avais pas besoin d'un titre plus grand. J'avais besoin d'un impact plus durable. Chaque jour, je marchais sur le terrain avec des cadets, certains nerveux, certains arrogants, certains ayant du mal à tenir le coup. Mais en chacun d'eux, je voyais des versions de qui j'étais autrefois. Incertaines, silencieuses, trop faciles à ignorer. C'est sur cela que je me concentrais. Je les prenais à part après les exercices, posais des questions sur leurs histoires, leur donnais du silence sans pression, des éloges sans prétention, de la discipline sans humiliation. Lentement, ils commencèrent à s'élever. Non pas parce qu'ils devenaient plus bruyants, mais parce qu'ils devenaient plus forts. Mon héritage n'allait pas être un bâtiment portant mon nom ou une plaque sur un mur. Ce seraient les voix que j'aidais à renforcer. Le poids invisible que je leur apprenais à porter avec grâce. Un soir après l'extinction des feux, je me suis assise dans mon bureau et j'ai sorti une feuille de papier à en-tête vierge, de couleur crème, celle qui sentait légèrement la lavande et les souvenirs de papier. J'ai écrit, chère grand-mère, tu m'as dit de vivre, alors je vis. Pas sur un podium, pas devant les caméras, mais ici, sur des terrains boueux, à côté de mains tremblantes, au cœur de la première étincelle de croyance quand quelqu'un réalise qu'il est capable de plus. Je n'ai pas accepté la promotion, non pas parce que je n'étais pas fier, mais parce que je savais que la mission à laquelle je suis appelé ne nécessite pas une étoile supplémentaire. Elle nécessite de la présence, de la patience, et le genre d'écoute que tu m'as enseigné quand j'avais 8 ans et que tu écoutais mon discours de 15 minutes sur la logistique de l'OTAN comme si c'était une histoire pour dormir. On ne parle pas de nous, les discrets, dans les histoires de famille. Mais j'ai appris quelque chose. Le silence peut encore résonner si ce que nous construisons est assez fort pour le porter. J'espère que je construis bien. De tout mon cœur, Claire. J'ai plié la lettre, l'ai placée dans une enveloppe, et j'ai écrit son nom dans la même écriture bouclée qu'elle utilisait pour signer les cartes d'anniversaire. Et pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression de ne pas écrire pour expliquer. J'écrivais pour partager. La salle de classe sentait la peinture fraîche, les tapis en caoutchouc et le potentiel anxieux. Ce n'était pas grand-chose, juste 4 murs beiges, un projecteur et des rangées de chaises pliantes. Mais pour les 23 cadets assis à l'intérieur, cela aurait tout aussi bien pu être les portes de l'Olympe. Leurs uniformes étaient neufs, leurs bottes encore rigides, et leur posture allait de l'excès de confiance au tremblement. Je suis entré sans cérémonie. Pas d'entourage, pas de médaille, juste moi. Ils se sont levés quand je suis entré.
J'ai hoché la tête et ils se sont assis. Le genre de respect mutuel silencieux qui n'a pas besoin d'explication. J'ai balayé la pièce du regard, laissant le silence s'installer. Puis j'ai commencé. Vous ne vous souviendrez pas de la plupart de ce que je dis aujourd'hui, dis-je, les bras croisés derrière le dos. Vous vous souviendrez de votre premier échec à un exercice, de votre première fois où vous avez vomi après l'entraînement physique, du nom de la personne qui vous a réprimandé pour avoir marché trop lentement. Mais vous ne vous souviendrez pas de mon nom, et ce n'est pas grave. Quelques-uns ont échangé des regards. J'ai marché lentement entre les rangées. Parce que je ne suis pas là pour qu'on se souvienne de moi. Je suis là pour m'assurer que vous survivez. Une main s'est levée. Une jeune femme vers l'arrière, les cheveux très courts, des taches de rousseur, essayant de cacher le tremblement de son poignet. Oui, elle a hésité. Permission de poser une question personnelle, madame? Allez-y. Pourquoi avez-vous rejoint l'armée? A-t-elle demandé. L'armée, je veux dire, pourquoi vous? J'ai fait une pause. Cette question avait été posée auparavant lors d'entretiens, de dîners officiels, sur des documents, mais aucune réponse n'avait jamais tout à fait convenu. Jusqu'à maintenant. Je me suis tourné pour lui faire face pleinement, parce que c'était le premier endroit qui n'a pas essayé de me changer. Un calme s'est répandu dans la pièce. À l'école, j'étais trop intense. À la maison, trop silencieuse. Dans ma famille, je ne correspondais pas au moule de ce qu'ils pensaient être la force. Mais ici ils m'ont donné une carte, une radio, une mission, et personne ne m'a demandé de sourire en le faisant. Quelque part au milieu d'une rangée, quelqu'un a expiré lentement. J'ai continué. Si vous êtes ici parce que vous pensez que ça vous rendra courageux, vous avez tort. L'uniforme ne vous rend pas courageux. Il vous montre juste où vit votre peur, et ensuite il vous demande de la traverser. Je ne leur ai pas parlé de James, des menottes, des dîners transformés en procès. Ce n'était pas leur fardeau. Mais je voyais des échos de mon propre passé sur leur visage, la faim de compter, la douleur de ne pas être assez ailleurs. Et j'espérais désespérément que cet endroit leur donnerait ce qu'il m'avait donné. Pas l'appartenance exactement, mais un but sans permission. Après la session, je suis resté pour ranger. Personne ne s'attardait. C'était bien. L'impact ne s'annonçait pas toujours. Alors que je rangeais mes notes, j'ai remarqué quelque chose de différent à l'extérieur, dans le couloir. Un petit rassemblement. Un homme en civil se tenait à côté d'une plaque que je n'avais jamais vue auparavant. Je me suis approché. La plaque était nouvellement montée, en acier brossé contre du granit. Le titre indiquait « Mur d'honneur, service silencieux ». En dessous, gravé dans une police sarrée précise, se trouvait 7 noms. Certains que je reconnaissais, légendes discrètes qui avaient façonné des opérations depuis l'ombre. Le dernier nom m'a arrêté. Général de brigade Claire E. Whitmore, pour avoir servi en silence et survécu avec loyauté. J'ai regardé, pas de discours, pas de caméra, juste un nom, mon nom, sur un mur où seuls quelques-uns regarderaient, ou encore moins comprendraient. Et pourtant, c'était suffisant, parce que ce n'était pas pour eux. C'était pour moi. Et pour la première fois en 38 ans, je ne me suis pas senti comme un fantôme. Je me suis senti réel. Je me suis senti vu. Et alors que je me tenais là, seul mais plus jamais solitaire, j'ai laissé un léger sourire apparaître sur mon visage.